On va commencer. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Selina Rancolot. Je suis directrice des opérations chez Auxil. Et donc, avec Fabrice, ce midi, on va vous présenter le résultat d'une partie de nos derniers travaux R&D et on va aborder surtout le sujet du code legacy et comment on peut transformer ce code legacy en graphe de savoir qui va par la suite nous permettre de lancer un certain nombre de projets grâce à une usine assistée par l'IA. Donc, le webinaire va s'organiser de cette manière. On va parler rapidement des problèmes liés au legacy. Après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment on va pouvoir construire un graphe de savoir. Donc, on va faire une première partie un peu méthodo, comment on aborde le problème, et après, on va vous montrer deux vidéos pour vous expliquer un cas un peu simple et après un cas un peu plus complexe. Après, on va essayer de se projeter sur, OK, maintenant, à partir du moment que j'ai un graphe de savoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Quelles sont les possibilités qui vont se présenter à nous par la suite? Et on va laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses à la fin, si tout va bien. Donc, aujourd'hui, on échange avec pas mal de clients qui ont des vrais sujets par rapport au système legacy, qui sont en place chez eux depuis 10 ans, 20 ans, et il y a un peu de tout, avec des technos plus ou moins bien maîtrisés, et surtout un vrai souci pour le fait que souvent on est très dépendant d'une ou deux personnes qui connaissent toute l'histoire derrière cet applicatif. C'est pas bien documenté, ou la personne n'est plus là, ou on vit un peu dans la crainte que cette personne va partir en congé sabbatique, il va changer de mission, il va t'amener à ne plus travailler sur ce projet-là et comment on va faire à ce moment-là. Ce qui est également un sujet chez nos clients, c'est qu'en fait, chaque fois, on est obligé de faire une modification à ces systèmes legacy, que ça a un coût très important. Pas forcément parce qu'on apporte beaucoup de valeur, mais c'est parce que derrière, il faut mettre en place beaucoup de tests pour se rassurer qu'il n'y aura pas d'impact suite à ce changement et on n'a pas forcément des conditions de test qui couvrent l'intégralité du legacy. Les autres cas qu'on a pu voir aussi, c'est souvent les legacy, c'est un peu une faille de sécurité dans le sens où on est souvent sur des anciennes versions qu'on n'a pas pu monter, qui ont un peu la porte ouverte à tout un tas de problèmes. Et le dernier cas qui sort souvent en ce moment, c'est qu'en fait, ces systèmes legacy nous freinent sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités que le métier va nous demander parce qu'on veut faire évoluer nos systèmes, on veut ajouter d'autres choses. Et en fait, aujourd'hui, ça peut être vite quelque chose de très compliqué. Donc, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en fait, envisager remplacer un système legacy, tout de suite d'un seul coup, ça peut être compliqué. La première chose à faire, c'est pouvoir le cartographier. Et à partir du moment qu'on a cartographié, on va pouvoir comprendre et à partir de là, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Et c'est justement là qu'il va rentrer en jeu notre approche sur le graphe de savoir, qui est une approche itérative. Vous n'allez pas pouvoir, même avec la meilleure usine, le meilleur workflow, faire une rétro-documentation complète d'un seul coup. Donc, il faut vraiment comprendre que ça s'inscrit dans une logique itérative. La première étape, ça va être une rétro-documentation plutôt technique. Donc, aujourd'hui, on a construit avec nos usines, donc on appelle ça la suite OXA. Donc, on a une partie qui s'appelle Orthoxa. Pour vous donner un peu une parallèle sur les outils du marché, c'est un outil qui est proche d'N8N. On a des fonctionnalités complémentaires, mais c'est vraiment un outil d'automatisation avec des workflows, avec des boucles de validation qu'on va pouvoir construire en fonction de chaque cas qu'on doit traiter. Donc, cette première balayage du code, entre guillemets, va nous permettre d'analyser des dépendances, identifier des appels, découper en domaines fonctionnels et construire cette première cartographie. À partir de ça, on va pouvoir travailler vraiment sur l'extraction des règles métiers. Donc, on a une base technique et maintenant, on va essayer de dégager plutôt une documentation fonctionnelle qu'on va pouvoir décrire et
faire valider par la suite. C'est fondamental que dans votre approche, vous intégrez la partie validation humaine. Vous allez proposer une première version qu'il va falloir faire valider aussi bien par vos PO que par vos tech leads, qui vous valident les règles de base et qu'ils proposent les mises à jour qui sont nécessaires pour lancer une deuxième itération, troisième, etc. En fonction de la taille de l'application, le nombre d'itérations, il va varier. Plus c'est gros, plus vous allez être obligé à faire plus d'itérations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en entrée de votre usine, vous allez donner au moins le code. Si vous n'avez que le code, c'est déjà un très bon point de départ. Vous allez pouvoir, si vous avez d'autres choses, donc des spécifications fonctionnelles, des spécifications techniques, ça peut aussi être la base de ticketing des derniers 5 ans, 10 ans, que vous allez pouvoir aussi ajouter. Ça peut être des comptes rendus. Ces sources différentes qui vont être utiles parce que vous allez aussi pouvoir utiliser ça comme comparaison. Vous allez peut-être faire un premier graphe de savoir basé que sur le code. Vous allez après organiser un deuxième qui sera basé sur la documentation. Et après, vous allez pouvoir comparer les deux pour vous assurer que c'est cohérent et que ça fasse du sens. Justement, sur la partie usine et vraiment cette approche itérative, vous allez faire quoi dans votre usine? Vous allez analyser le code, vous allez identifier des questions de clarification. Donc, il faut prévoir dans les prompts que vous allez solliciter éventuellement les équipes pour vérifier un certain nombre de choses. Vous allez proposer un découpage fonctionnel. Donc, sur des grosses applications, imaginons que vous avez une application avec 20 millions de lignes, il n'y a pas qu'un domaine fonctionnel, il y a plusieurs. Donc, vous allez découper en domaines fonctionnels et après, rebalayer le code pour pouvoir après trouver des spécifications plus détaillées. Vous allez pouvoir proposer un format de documentation, voire imposer un format de documentation, ou vous allez pouvoir solliciter l'usine pour qu'il vous propose une bonne pratique. C'est vraiment une approche itérative. Il va falloir plusieurs itérations pour trouver le niveau de détail que vous souhaitez avoir. Et justement, la dernière étape, ça va être que vous allez pouvoir générer ces spécifications techniques, fonctionnelles en fonction du format que vous avez précisé et que vous allez pouvoir donc alimenter une version définitive dans votre graphe de connaissances, qui est votre graphe de savoir, qui va être alimenté au fur et à mesure de tous les projets. Donc justement, on va vous montrer ici. Le premier graphe, première vidéo, pardon, excusez-moi, des drive-through documentation à partir du code. Donc ça, c'est une version un peu plus simple, que vous allez récupérer le code et à partir de ça, vous allez pouvoir extraire un sommaire par domaine fonctionnel et à partir de ça, vous allez pouvoir mettre à jour le document en fonction de ce que vous lui avez proposé. Donc, à gauche sur cette vidéo, vous avez Autoxa. Donc, c'est l'outil de workflow et vous voyez qu'il y a plusieurs boucles qui existent. Vous avez des agents, vous avez des prompts définis avec des LLM et qu'en fait, vous voyez bien qu'il avance au fur et à mesure sur le workflow. À droite, vous avez la partie Oxa Pocket, qui est notre gestionnaire d'assistants. Donc, vous allez pouvoir voir des informations qui sont traitées, mais aussi échanger et mettre un certain nombre de choses en input sur les échanges. Là, il va rentrer dans la boucle de validation. Du sommaire. Oui, pardon, excusez-moi. Et après, voilà, vous allez voir qu'il va avancer au fur et à mesure sur cette partie workflow. Je voulais compléter, Fabrice. Ok, cette partie, c'était sur… il y a une vidéo qui suit juste après sur un projet beaucoup plus gros où la partie itération sur l'ensemble du code est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que là, dans ce qu'on voit, c'était un projet petit. Donc, on l'a fait sur une petite partie. C'était juste pour voir qu'en apportant des différences, on arrivait facilement à venir rajouter toute la documentation. C'est dans cet exemple ce qui était fait, c'est-à-dire qu'on est passé de 18 pages à 21 pages et qu'il a su bien faire la différence
on a construit d'abord le sommaire, puis après, on est venu rajouter chaque partie. Dans l'exemple qui suit, et tu peux enchaîner sur celui-ci, là, c'est un exemple où le code est beaucoup plus important. Et la première des choses, c'est de bien construire le graphe des dépendances techniques. Le premier graphe qu'on va voir à l'écran, c'est justement, et dans les images qui suivent, on comprend bien, c'est qu'à chaque fois qu'il va passer sur une fonction, pour la comprendre, il aura tout ce qu'il lui faut. C'est-à-dire que si jamais il fait appel à une autre fonction dans cette fonction, eh ben, au moment où on lui délivre le code pour comprendre, on lui donne tout. Pourquoi c'est important? Parce que le code n'est que la traduction de demandes fonctionnelles. On part d'un fonctionnel, on le transforme en code pour que ça se réalise. Mais là, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on va attraper le code et dans le code, normalement, il y a toutes les fonctionnalités de l'application. Tout à l'heure, dans ce que disait Selena, quand on dit qu'on peut prendre beaucoup plus que le code en entrée, ben oui, parce que un LLM, c'est très bien mentir, donc il faut absolument vérifier que ce qu'il écrit est vrai pour régler un petit peu les prompts et pour vérifier qu'il a bien récupéré les bonnes informations. Pour ça, on peut le faire manuellement. Quand on n'a que le code, ben oui, il va falloir regarder vraiment si les specs sont, ce qu'il a sorti est correct. Mais si jamais on a déjà des tickets, des choses comme ça qui peuvent recouper, voire une doc, ça permet de faire de la vérification automatique. Ça recroise l'information pour vérifier qu'elle est bonne. Là, dans les exemples qu'on voit, c'est que l'usine génère directement les specs, la technique, pour que les techs puissent vérifier. Il a généré des pages web accessibles. Et là, l'idée, c'était de faire du feedback pour que les gens techniques valident pour qu'on puisse régler l'usine. C'est plus des phases de réglage de l'usine pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc justement, à partir du moment que vous avez réussi à établir votre graphe de connaissances, normalement, l'objectif, c'est que ça vous a permis d'obtenir une compréhension totale de ce qui est contenu dans ce système legacy. Donc ça, c'est primordial pour pouvoir se lancer sur une refonte éventuelle ou une montée de version, parce que justement, on a besoin de comprendre toutes les dépendances techniques qu'il peut avoir pour pouvoir envisager des montées de version par la suite. Ça va nous aider aussi sur la partie onboarding de nouveaux membres de l'équipe. Ce qui est important de comprendre quand on va faire une rétro-documentation assistée par l'IA, c'est qu'il y a un changement de paradigme par rapport à la documentation. Quand vous faites la documentation aujourd'hui, vous êtes plutôt à la recherche d'une documentation pertinente, précise, qui va être lue par les utilisateurs, les devs, les participants au projet. Quand on va le faire par l'IA, c'est différent. On va faire presque une surdocumentation. On va documenter tout ce qu'on va trouver au moment de cette rétro-documentation. Parce qu'en fait, l'utilisation n'est pas la même. On ne s'attend pas que l'utilisateur va aller lire toutes ces documentations. On est plutôt dans une logique de dire cette documentation va être une base pour une future usine, voire pour un futur chatbot qui va pouvoir poser une question bien précise à cette documentation. Il va aller chercher la réponse. Un LLM, et c'est très bien lire 1500 pages, 2000 pages. Pas du tout la même chose à s'attendre qu'un dev va aller lire toutes ces pages-là pour comprendre. Donc, c'est vraiment dans une logique plutôt de surdocumentation pour avoir toutes les réponses à toutes les questions et quand on va pouvoir le solliciter à travers un LLM pour avoir des questions. Ce graphe de savoir, ça va être la base pour tout projet IA que vous souhaitez avoir. Aujourd'hui, un LLM, il peut être un outil puissant, mais s'il n'a pas des données qui sont pertinentes par rapport à votre projet, les résultats ne sont pas toujours aussi pertinents qu'on aurait souhaité. De la même manière, si vous vous projetez sur la construction d'une usine logicielle assistée par l'IA, il faut qu'il ait toutes ces informations intégrées dans l'usine pour qu'il puisse vous faire des tickets rapidement qui sont cohérents par rapport à votre architecture, qui sont cohérents par rapport aux fonctionnalités qui existent déjà. Donc, vous avez besoin de ça pour construire cette usine par la suite. L'autre sujet qu'on va voir rapidement, c'est sur la partie test.
et aussi quelque part sur la partie documentation en fin de projet. À partir du moment que vous avez le graphe de savoir, vous allez pouvoir vous projeter sur la création des conditions de test ou le lancement des tests qui sont déjà connus et décrits comme étant nécessaires. Et c'est souvent un point de départ qui est intéressant parce que les tests, ce n'est pas forcément le sujet qui intéresse le plus les développeurs. C'est un sujet qui est un peu… On est obligé d'insister un peu pour que ça soit fait comme on veut. Donc, on peut utiliser le graphe de savoir d'une base pour lancer par la suite des tests orthogénérés et proposés par l'usine IA. Donc, justement, là, on va vous montrer une vidéo par rapport à justement cette partie documentation et tests. Donc là, c'est notre outil Oxagraph. Alors, Oxagraph, il fait le lien justement, en partant du code, on crée les docs techniques et fonctionnels. Mais ce qui est intéressant, si jamais on veut faire une évolution, c'est-à-dire qu'on veut changer le code derrière, il faut que le pivot, tous les utilisateurs utilisent des fronts pour communiquer avec l'application. Oxagraph, c'est vraiment orienté pour avoir cette vue interface. C'est des IA qui vont prendre les fronts et pouvoir mesurer pixel par pixel, parce qu'on monte nos applications, on fait des variations. Là, par exemple, il y a un ticket qui est lancé, on a changé quelque chose. À partir de ce moment-là, il va aller regarder dans le graphe le fait d'avoir fait ce ticket, qu'est-ce que ça devrait toucher, sur quelle partie il y a des risques. Là, on va le mettre sur la droite. Vous allez voir, on met le numéro de ticket, là, 3141, sur Oxapocket. Ça nous met tout de suite en rouge les parties. Là, on a l'onglet édition, c'est la vue. Et puis après, on a des champs de saisie on a de l'écriture, de la description, on a des choses comme ça. Toutes ces parties-là, on a des tests dessus qui ont été faits automatiquement parce que dès qu'on a le graphe, on crée un graphe avec des automates qui vont prendre directement toutes les images et dès qu'on fait un changement, il va analyser l'image pour dire au développeur, bah, moi, tu as fait ce changement, j'ai repéré un changement visuel. Et là, non seulement le développeur dans notre usine, il va devoir valider le code, mais en plus, il valide la nouvelle interface. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que comme ça, nos images sont toujours mises à jour. Ça sert pour les tests, mais ça sert aussi pour la documentation. C'est ce qu'on voit. La documentation, elle est autogénérée. Et ce que voulait dire Selena tout à l'heure, c'est que là où c'était un effort énorme que de créer de la documentation et de demander à des devs ou à des fonctionnels de créer les documentations, là, c'est directement intégré dans notre flux. C'est-à-dire que dès l'instant où le graphe est créé, comme on a les images avec nos crawlers, c'est des outils automatiques qui vont aller regarder grâce au spec fonctionnel les pages d'interface. Ils prennent les images et dès qu'après dans le projet on rajoute des choses, c'est mis à jour. Ça permet de maintenir les tests fonctionnels automatiques, ils sont tous à jour et ça permet de maintenir la doc à jour. Ce qui est intéressant parce que on verra dans les présentations futures sur le dev, ben c'est très important parce que ça permet des vérifications automatiques. Ça permet dans la troisième partie sur les tests, ben oui, d'avoir des tests générés et à jour. Sur la doc, elle est là, mais c'est aussi sur les interfaces parce que demain, dans beaucoup de logiciels, on aura non seulement le logiciel, mais l'aide au logiciel. Et l'aide au logiciel ne sera pas comme il est maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller lire une doc, c'est-à-dire qu'il faudra un automate qui connaîtra par cœur le logiciel. Mais pour qu'il connaisse par cœur, il lui faut tous les plans. Et c'est là où, en alimentant comme ça, l'assistant, il pourra cliquer à la place de la personne. C'est-à-dire qu'un fonctionnel
pourra demander emmène-moi à la page qui rentre les clients. Et là, l'outil lui-même pourra cliquer pour la personne. Donc, on va essayer de faire une petite conclusion rapide et laisser un peu de temps pour vos questions. Pour nous, l'IA apporte une vraie ouverture, parce que la legacy, c'est un gros sujet pour tous nos clients aujourd'hui. Et avec toutes les présentations qu'on a pu faire sur l'IA, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. Je pense que ce qui est important, en fait, le problème avec la legacy, c'est souvent du savoir qui n'est pas bien structuré, qui n'est pas bien connu. Et donc, en fait, cette approche hybride, donc on va s'appuyer sur l'IA et sur des LLM et sur l'enchaînement des agents dans un workflow que vous allez définir au début du projet. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un workflow générique magique qui va pouvoir faire une rétro-documentation de toutes les applications de la Terre. Il y a des bases génériques et une approche avec des bonnes pratiques, mais après, il faut que chacun ajuste ce socle pour que ça corresponde à son projet. Et il faut bien comprendre que c'est une approche qui lie l'IA avec une validation humaine. Vous n'allez pas pouvoir faire l'économie d'impliquer vos PO, vos tech leads pour vous assurer que la documentation, au fur et à mesure que c'est généré, ça correspond à la réalité et la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui au sein de vos entreprises. Ce qui est super intéressant aussi, que pour nous, c'est vraiment la base de tout projet Léa aujourd'hui. Cette base de connaissances, cette graphe de savoir va vous permettre de construire le socle de base de toutes vos implémentations de l'IA, parce qu'il va vous donner des datas, des données qui sont pertinentes par rapport à vos entreprises et vos projets. Et sans avoir ces informations qui sont documentées dans un format qu'un LLM peut lire, ça va être compliqué de construire quelque chose. Et donc, justement, il nous a fallu un peu de temps pour pouvoir éprouver cette méthode et sortir des rétro-documentations dignes de ce nom. Mais voilà, aujourd'hui, on est en mesure de la faire aussi bien sur des petits projets que sur des projets bien plus conséquents, avec des millions de lignes et des années d'histoire sur cette partie-là. Est-ce que vous aurez des questions? Vous pouvez poser soit à l'oral, c'est peut-être le plus facile, ou sinon dans le chat, si vous préférez. C'est que tu étais très, très clair. Si peut-être, on a eu pas mal de questions avant, donc à fur et à mesure. On n'a peut-être pas entendu surtout. Non? Ah ben Cyril, non, il n'y a pas de questions, Cyril. C'est parti. Merci. Est-ce que quelqu'un peut parler sur le chat? Parce que je pense qu'on ne vous a pas entendu. Oui. Merci. Donc, si jamais il n'y a pas de questions, rendez-vous la semaine prochaine. Et là, cette fois-ci, on parlera du dev, après on parlera des tests et puis des… Notre méthode aujourd'hui, il est vraiment une partie en amont qui est vraiment sur la partie graphe de savoir comment je le construis, comment on peut intégrer des demandes. Après, vraiment la partie dev qu'on va aborder un peu plus la semaine prochaine. Et après, la phase… On l'a organisé comme ça parce que, en réalité, au début, nous, on était partis de nouveaux projets. Et la force de notre usine, c'est de construire des nouveaux projets, c'est de partir. Et ça, quand on est venu faire nos premières présentations chez nos clients et qu'on a commencé à travailler avec eux, la réalité, c'est que ce n'est pas dans ce sens-là. Et des nouveaux projets, il y en a, from scratch, il y en a, mais ce n'est pas la moyenne. En réalité, il y a un existant et c'était la demande. C'est pour ça qu'on est parti de ça. C'est pour ça qu'on travaille. On a plusieurs clients, mais le plus emblématique, là, c'est un client qui a 22 millions de lignes de code, 10 ans d'existant, et voilà, faut créer tout le graphe parce qu'il a envie de faire évoluer tout parti. Et justement, c'est ça qu'il faut comprendre, je pense, qui est assez important, c'est
Pourquoi nous, on conseille de prendre le pivot, d'écrire clairement la doc fonctionnelle? En réalité, une IA bien réglée peut partir du code, parce que dans le code, encore une fois, je le dis, c'est la force de l'IA, c'est d'être un super traducteur. Et l'être humain a traduit des besoins fonctionnels pour créer le code. Nous, avec les usines, on prend ce code qui peut être important et on le traduit en besoins fonctionnels. Et après, on va le retraduire dans un autre langage ou dans une autre version du langage. On pourrait se dire qu'on pourrait aller directement de l'un à l'autre. C'est, je pense, une mauvaise idée. Parce que l'IA, elle peut mentir. Et la compétence de connaître les deux, je ne sais pas moi, du COBOL et du Java, c'est une compétence qui est rare et ça va être compliqué. Par contre, abstraire et récupérer vos docs fonctionnels, clairs, avec des gens qui s'en servent, qui puissent valider sur des pages web en disant oui, c'est vraiment comme ça permet non seulement d'être sûr de ce que vous voulez, et puis, dans les versions que vous allez faire évoluer, de retirer ce qui n'existe plus ou dont vous ne vous servez plus, ou les règles. Avec le temps, il y a des tas de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et en passant par ce pivot, vous mettez un niveau d'abstraction qui va vous permettre d'être décorrélé du dev. Grâce à l'IA, les coûts de dev vont beaucoup baisser. Et ça veut dire qu'on va pouvoir, comme ça, une fois qu'on a les specs clairs, faire évoluer plus facilement les projets. Il n'y a toujours pas de questions? Dans ce cas-là, on est dans un timing parfait. Et bien, en fait. Bon, merci beaucoup à tous et on vous dit à bientôt. Merci.